nous faire un panorama de l'évolution de la prise en charge de l'obésité. Et je pense vraiment que vous avez besoin de nous aider à rédiger un communiqué suite à cette séance. Je vous redonne votre manteau, en espérant que vous ne partez pas tout de suite et votre... Excusez encore le petit retard, il y a un problème ferroviaire, mais pas de grève, d'accident. Et je vais essayer de brosser un petit panorama, ça va être bien sûr très succinct, vous allez certainement rester sur votre fin à pas mal d'égards, mais on ne pourra pas faire autrement, et puis prendre un point de vue plus corporatiste qui suit notre société savante, dont je m'occupe actuellement, et avant de passer le relais à Simon Sica l'année prochaine, de la SOFCO-MM, Société Française du Chèque de l'Obésité, et des maladies métaboliques. On reviendra légèrement sur ce MM, qui n'est pas sans poser des petites questions. Alors, vous savez qu'on est un peu dans le, on va dire, collimateur, l'expression n'est pas trop forte, parce que le développement actuel de cette chirurgie pose problème, puisqu'on peut juger, enfin, certains le jugent excessif, ou en tout cas mal contrôlé. Et donc on est sous la loupe des pouvoirs publics, des autorités de santé. Donc très brièvement, c'est pour un public chevronné comme vous, diapo plutôt pour un public moins averti, mais les tutelles qui travaillent avec nous au quotidien, que ce soit privé ou libéral ou public, c'est essentiellement les agences régionales de santé qui gèrent énormément de choses à l'échelon local et qui ont un vrai pouvoir décisionnaire sur le budget des établissements. La caisse primaire d'assurance maladie qui gère, public comme privé, vos ententes préalables et qui fait les contrôles nécessaires à la chirurgie de l'obésité. Et à l'échelon supérieur, évidemment, la Haute Autorité de Santé, qui est probablement l'organisme qui est en première ligne. La Caisse nationale d'assurance maladie qui est en derrière, en support, en gardien vigilant, parce que c'est quand même elle qui finance, et qui ne finance pas, et puis le ministère de la Santé qui met son grain de sel et qui, par exemple, avait mandaté, finalement sans tellement de concertation avec la Haute Autorité de Santé ou la CNAM, une mission de l'Inspection générale des affaires sociales, dont les pré-rapports sont déjà là, ça fait un an que ça dure, mais le rapport officiel ne devrait pas tarder à sortir, puis ce qu'on appelle le DGOS qui dépend aussi du ministère. Et donc, à cet égard, l'affaire, on peut la trouver anecdotique, parce que c'est un emblème finalement des petits soucis qu'on peut avoir en ce moment, qui est de définir le cadre des interventions qu'on réalise. À l'heure actuelle, il y a 3 interventions reconnues, validées, remboursées, et ça émane principalement, et les dernières recommandations datent de 2009 de la Haute Autorité de Santé, qui est le mini-bypass. Le terme est assez laid et important. D'ailleurs, c'est le bypass en oméga, bypass avec une seule anastomose, qui pose problème, qui pose controverse dans le monde, et en France en particulier, où beaucoup s'interrogeaient sur sa validité, sur le fait que l'on continue à le faire alors qu'il n'est pas renseigné dans la nomenclature. Et donc, on a eu une réunion avec ces instances qui étaient toutes réunies il y a quelques mois, dont il est sorti un compromis plutôt intéressant et qui met en valeur d'ailleurs notre société savante, qui dit que, évidemment, les efforts que l'on fait, je reviendrai un petit peu de l'évaluation de la part de notre société, et notamment le registre et la labellisation, vont rentrer dans le cadre de la régulation de cette intervention qui n'est pas renseignée, qu'il y aura probablement une procédure d'accord préalable et qu'il faudra renseigner ces procédures sur un registre, et que ça débouchera probablement, et c'est, j'allais dire, un autre bénéfice, en tout cas sur un plan corporatiste et mais scientifique aussi, qu'il y ait une liste de centralité à cette chirurgie de bypass en oméga, mais globalement, probablement, à terme, à toute la chirurgie bariatrique. Alors, l'état des lieux, c'est pas seulement dire les problèmes qu'on affronte aujourd'hui, qui ont une origine réelle et qui ont des solutions aussi qu'on peut fournir, mais c'est aussi de retracer ça dans une perspective historique, comment ça s'est construit, ça, au fil du temps. Comment est-ce qu'on est passé de 3 000 interventions en 1997 à 60 000 à peu près en 2017, c'est-à-dire 20 fois. Alors, dans le même temps, la chirurgie bariatrique, qui faisait à peu près 3% de la chirurgie digestive, est passée à 4%. C'est pas une explosion, non. Il faudrait exagérer les effets, mais c'est vrai que ça représente maintenant des chirurgiens qui sont très spécialisés et des techniques qui, sur un plan volume, sont assez importantes dans la vie de pas mal d'établissements privés ou publics. J'allais dire plutôt privé, mais le public regagne. Alors, le problème, c'est ce que soulignent les tutelles, enfin les pouvoirs publics, le public en général. La dernière diapo, c'est celle du dernier article du Monde, vous verrez, avec un titre un peu provocateur, je le laisse pour la fin. Donc, ce sont ce qu'on peut rappeler les ombres au tableau. Donc, les problèmes que soulignent régulièrement les tutelles, c'est-à-dire une croissance un peu explosive, un peu mal contrôlée, un financement sur lequel on a les pouvoirs publics estiment qu'ils ont un droit de regard qui est limité, mais à la limite, c'est à eux de s'organiser un peu mieux pour ça. Et le critère fameux que l'on rebat tout le temps, qui est celui de la pertinence des soins. La ministre de la Santé s'en est fait beaucoup il n'y a pas si longtemps.
Donc la réponse de notre société, c'est évidemment de donner aux tutelles et de nous donner à nous, de donner aux scientifiques, la structure pour pouvoir faire cette chirurgie de manière, je ne dis pas réglementée, pour le moment, c'est pas à nous de donner les outils de réglementation, mais c'est à nous de donner les outils qui montrent qu'on est impliqué, qu'il y a une participation effective de tous les acteurs, et qu'on est capable d'évaluer ce que l'on fait. Et donc, ça débouche, c'est pas si évident en France, on est un pays plutôt rebelle à l'autorité, je ne vous apprends rien. L'attitude du chirurgien bariatrique, elle n'est pas toujours très constructive, notamment vis-à-vis de la labellisation, je vous en dirai un mot. On a besoin de davantage de coopération de nos amis, et on le découvre quand on prend un peu plus de responsabilité. Donc finalement, ce sera ma conclusion d'ailleurs, moi je l'anticipe, c'est ce que la SOFCOM vous a donné, rendez-le. Alors un petit peu d'histoire. Je n'ai pas besoin de souligner l'hommage que vous avez rendu il y a très peu de temps à Philippe Mouret, qui est un chercheur lyonnais, qui d'ailleurs probablement lui-même n'a pratiquement jamais fait de chirurgie bariatrique, qui s'y intéressait comme il s'intéressait à tout. Et finalement, pour vous dire que dans les années 95, quand ça a vraiment démarré, il n'y aurait pas de chirurgie bariatrique aujourd'hui à ce volume-là s'il n'y avait pas de laparoscopie. C'est une évidence. C'est-à-dire que la chirurgie bariatrique est avant tout laparoscopique, avant d'être métabolique. Peut-être ce que je peux dire, on peut faire l'objet de controverse, mais c'est une réalité de terrain, en fait. Et sur la droite, j'ai mis deux personnages intéressants. Le premier, c'est Edward Mason, qui est finalement l'inventeur de la chirurgie bariatrique. Si tant est que ce mot ait un sens, c'est lui qui a vraiment décrit le bypass en 1967, le bypass tel qu'on le fait aujourd'hui, enfin quelques nuances près, c'était un bypass, c'était un mini bypass en fait, c'est pour l'histoire, qui après s'est transformé en bypass en Y, mais on pourrait lui attribuer cette paternité, puis qui surtout quelques années après a inventé la gastroplastie de Mason, qui est restée l'intervention numéro 1 dans le monde dans les années 85 à 2000 à peu près, 90 à 2000. Qui après a perdu sa popularité au dépens de l'anneau modulable. Parce que c'était une intervention qui n'était pas vraiment exposable au plan laparoscopique dans l'immédiat, qui est venue après. Mais il y a quelque chose qui m'intriguait un petit peu depuis le temps que j'essaie de comprendre l'histoire des débuts de cette chirurgie, c'est que Mason, pour moi, quand j'étais jeune, après évidemment, un peu de culture ça change, mais c'était l'inventeur de la gastroplastie verticale calibrée. C'était pas l'inventeur du bypass. Je ne le connaissais pas comme ça, à tort. Et effectivement, c'était la gastroplastie de Mason, on disait. Et je me disais, mais en fait, ayant découvert qu'il avait aussi inventé finalement le bypass, qui est quand même une crédibilité très très supérieure au Mason aujourd'hui, bien entendu, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas finalement récolté les palmes de son action? Et pourquoi ça s'est pas, il n'a pas pris de crédit pour ça? Et la réponse m'a été donnée très récemment par un chirurgien qui est encore très très présent, mais qui était très jeune à l'époque et qui était je ne dis pas le bras droit de Mason, mais qui était un admirateur et qui fréquentait assidûment, Malphobi. On connaît bien sa casquette, il est nigérian, il a travaillé beaucoup aux États-Unis, maintenant il travaille en Inde. Et il me dit, je lui disais, mais pourquoi est-ce que Mason, finalement, c'est pas le bypass de Mason? Maintenant, oui, mais à l'époque, c'était la gastroplastie. Mais il me dit, mais Jérôme, mais en fait, Mason, moi j'étais avec lui, on a travaillé ensemble, il mettait des obèses de 200 kg par laparotomie sur la table d'intervention. La plupart d'entre vous, les plus chevronnés, ont beaucoup travaillé, ont beaucoup fait de gastrectomie chez des gens d'un poids quand même plutôt inférieur, et il avait une mortalité de 4%. C'est ça le secret, c'est-à-dire que pendant 10 ans, la gastroplastie, le bypass de Mason, ça s'est un peu collabé parce qu'il y avait un manque de crédibilité sur le plan des résultats. Et puis finalement, c'est revenu à partir du moment, principalement, on revient à peu près, où le bypass a été laparoscopique. Dans les années 95, en même temps que l'anneau, mais ça a pris plus de temps que l'anneau, et finalement c'est l'anneau modulable, même malgré toutes les critiques qu'on lui fait aujourd'hui, qui a permis cette explosion, pour le meilleur et pour le pire, mais en fait, après, toutes les techniques sont devenues faisables sur un plan laparoscopique. J'arrive pas, voilà, je suis dans le bon sens. Donc ces trois personnages emblématiques, vous avez reconnus, donc Philippe Mouret, même s'il n'y avait rien de bariatrique du tout, mais c'est lui qui, finalement, sans lequel rien ne serait arrivé dans ce domaine. Trois autres acteurs, pourquoi? Parce que John Miner, c'est celui qui, le premier, a fait un bypass jéjuno-iléal, complètement banni depuis les années 90, qui à l'époque, entre 1953 et 1990, s'en est fait énormément aux États-Unis, très peu en Europe, mais quand même. Mitiko Belachev, qui est finalement le premier qui a fait l'intervention laparoscopique de l'anneau modulable, bien avant que Alan Whitgrove, lui, fasse la première intervention de bypass laparoscopique, pratiquement la même année, mais avec un décalage finalement, parce que dans la pratique, le bypass laparoscopique, dans les premières années, il y avait Jean-Pierre Marbus qui
qui avait commencé dans les années 2000, donc finalement 8 ans après, c'est bien que ça a pris une dizaine d'années pour que ça se popularise, ne serait-ce que d'un point de vue du matériel que l'on voyait bien sûr, les agrafeuses, etc. Et je rajoute 3 noms optionnels, si je puis dire, un peu personnels, donc Nicolas Scopinaro, l'inventeur du bypass biliopancréatique, Michel Gagné, qui est le promoteur de la sleeve, mais en fait surtout maintenant plutôt le promoteur du duodenal switch, qui est la variante du Scopinaro un peu plus acceptable, et Rubino, qui est celui qui a mis en évidence les problèmes métaboliques. Et c'est ce qui a conduit notre société, après bien d'autres, à se baptiser Société française de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques. Alors, c'est finalement le dernier patin qui nous donne le lustre d'une chirurgie très savante. Mais en fait, c'est pas sans poser problème quand même. Ça, c'est plus un discours, j'allais dire, entre nous, entre praticiens, que vis-à-vis du public. C'est pas si évident que ça, parce que d'une part, le fait d'être métabolique, ça veut dire qu'on devrait cibler préférentiellement les patients métaboliques, qui sont pas toujours si obèses que ça, et la courbe de Gauss pour les diabètes de type 2, on est plutôt dans du 30-35 actuellement dans les pays occidentaux, mais dans les pays asiatiques, la courbe de Gauss des obésités métaboliques, c'est 27, c'est-à-dire des obésités qu'on considère comme des surpoids, à 32, c'est à peu près ça. Donc, si on voulait faire de la chirurgie métabolique à tous ces gens-là, ça ferait une population qui échappe bien évidemment à toutes les capacités en chirurgien et en financement qu'on peut avoir. Donc c'est pas si évident de dire on doit cibler que les pathologies métaboliques, ça veut dire cibler les patients qui ne seraient pas obèses, morbides, au sens de l'index de masse corporelle, tel qu'il est défini par convention, en tout cas en Europe ou aux États-Unis, d'une part, et d'autre part, ça serait aussi dire que les obèses non morbides, les obèses, les obèses qui n'ont pas de maladie métabolique ne devraient pas forcément faire l'objet d'une chirurgie. On sait que la majorité de nos obèses en France, opérés, sont des gens qui n'ont pas forcément de maladie métabolique, mais qui ont des comorbidités, par exemple ostéo-articulaires. Donc c'est un débat. Voilà. Alors, sur un plan organisationnel, on avait ce dilemme en 1997, quand on a créé notre société savante, de se dire, qu'est-ce qu'on fait? En 1997, moi j'étais peut-être le plus timide, et je me suis dit, on va se mettre sous l'auvent d'une société savante, de l'AFC, par exemple, de l'AFCVD qui existait déjà, ou la Fédération de chirurgie digestive, etc. Et mes deux collègues plus entreprenants, Jean-Pierre Marbuse et Jean-Marie Zimmermann, non, on fait une société savante à nous. Alors voilà, bon, on l'a fait. On l'a fait, et finalement, il n'y a pas de regret à l'avoir fait, parce que ça nous a permis d'aller un peu plus loin, d'aller finalement vers une espèce d'autonomie, mais ça n'a pas été sans problème non plus. Vis-à-vis des tutelles, on n'a pas toujours été, voilà, et quand, j'allais dire, au top, et quand ce problème, si vous voulez, d'explosion des compteurs est arrivé, peut-être qu'on se serait peut-être mieux défendu dans d'autres circonstances, mais aussi, ou peut-être qu'on aurait été plus entravé qu'on l'a été, et je crois que c'était pour le meilleur. Le paysage a changé, le privé faisait pas loin de 80% de ses procédures dans les années 2000, on est plutôt dans les 60, on est plutôt dans un équilibre qui se fait entre privé et public, des problèmes de liste d'attente qui sont dans le public, et puis peut-être de centres privés, vous avez 6 centres privés qui font 1000 interventions, c'est cet ordre-là à peu près, grosso modo, d'après les chiffres de l'HAS, c'est peut-être trop, on peut discuter de ça, mais d'un autre côté, c'est moins entravé par des problèmes de liste d'attente ou de sélection des patients. Voilà, alors est-ce qu'on peut faire 1000 patients par an et les sélectionner de manière absolument impeccable? C'est à débattre. La deuxième chose qui a beaucoup changé et qui a fait beaucoup pour notre crédibilité, c'est le diplôme interuniversitaire dont Simon Psica s'occupe partiellement, et François Patou et Jean Duguenel, par lequel passe une soixantaine de chirurgiens tous les ans, depuis plus de 10 ans, et donc c'est quelque chose qui a beaucoup apporté à notre société. Et les tendances, c'est celui, aujourd'hui, finalement, qui questionne moins le problème que les tutelles mettent en valeur, en exergue souvent, de dire pourquoi dans telle région on fait que des anneaux, pourquoi dans telle autre on fait... Voilà. Maintenant, le paysage s'homogénéise, parce que finalement, le winner takes all, la cystectomie a tout balayé sur son passage, et finalement emporte la moitié, les 60% du marché aujourd'hui. C'est comme ça que ça se présente. L'anneau modulable devenant, on va dire non pas anecdotique, mais quand même nettement moins en faveur, et il y a certains pays où il est quasiment... On discute aujourd'hui de l'interdire aux États-Unis. Mais ça serait peut-être probablement dommage. Et le bypass biliopancréatique reste très très minoritaire, même si c'est probablement l'intervention qui suscite le plus de débats, de renouveau, etc. Mais dans la pratique, c'est minoritaire. Et évidemment, le bypass en Y, si possible, et se garde une part très notable, qui ne perdra jamais, avec la discussion de renseigner si effectivement on fait d'autres types de bypass. Donc ces ombres, elles sont réelles, on ne peut pas empêcher des gens au ministère de la Santé, ou à la CNAM, ou à la Haute Autorité
de santé de nous poser des questions à ce sujet. Le taux de recours à la chirurgie bariatrique en France, il est supérieur aux autres pays. On pourrait avoir l'impression assez fausse de se dire, en nombre d'habitants, en proportion par rapport au nombre d'habitants, on n'opère pas davantage en France qu'en Belgique ou en Suède, par exemple. On opère très nettement moins qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne, avec des systèmes de santé comparables. Mais même dans ces pays comme la Belgique et la Suède, le taux de recours à la chirurgie pour 1000 habitants est supérieur, avec une prévalence de l'obésité, ou de l'obésité morbide en particulier, qui est plutôt un peu inférieure. Donc on n'est pas forcément les meilleurs élèves de la classe dans ces termes-là, même si on pourrait aussi, d'un autre côté, estimer qu'on opère, bien sûr, on est moins d'épuiser la cible, d'opérer suffisamment de patients. D'autre part, on n'a pas un contrôle effectif de ce financement, puisqu'actuellement, il y a un remboursement sur la base de l'entente préalable, qui est un bon système, mais qui n'est pas parfait, qui est un peu poreux à certains égards. Et les questions sur la pertinence des soins, les enfants, je balaye la question, elle vient d'être voilà, les patients plus âgés, ça suscite des discussions, au-delà de 65 ans, etc. Des disparités régionales, mais ça on les retrouve dans tout type d'activités spécialisées en médecine, bien sûr. Des IMC 30-40, mais il y a beaucoup de réinterventions en France, notamment des échecs d'anneaux, donc effectivement on a une bonne proportion de patients qui ne sont pas obèses morbides au moment où on réintervient, c'est pas forcément au détriment, puis d'autre part, les guidelines sont quand même clairs, entre 35 et 40, s'il y a des comorbidités importantes, on peut opérer bien sûr. Le choix des interventions, avec ces problèmes de disparité, etc., mais c'est en train de se régler, et les problèmes de préparation, de suivi post-opératoire, ça j'anticipe un tout petit peu ce qui va être dit tout à l'heure, donc je ne m'inquiète pas. Comment est-ce qu'on réagit en tant que sauveco, je vais aller plus vite, c'est notre registre. Voilà, il a débuté au 1er janvier, il est partenaire de la Haute Autorité de Santé, c'est vraiment le point le plus important sur lequel on insiste beaucoup, et les tutelles nous en sont gré et vont picorer là-dedans pour récupérer ce qu'il y a à récupérer dans l'intérêt commun. Et la labellisation. La labellisation, elle vient d'être réattaquée dans notre société, et malheureusement, elle n'est pas aussi importante que l'on le souhaiterait. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'une centaine de centres labellisés, il pourrait y en avoir 150 à 200. Il y a quand même 500 centres qui font de l'obésité. Sur les 500, je vous ai dit qu'il y en avait quelques-uns qui en faisaient presque 1000 par an, mais il y en a quand même une centaine où il y a moins de 2 interventions par an, ce qui est quand même une limite admissible aujourd'hui. La SOFCO, voilà, elle rénove un peu son cadre, bien sûr. On crée des commissions, je ne vais pas commenter là-dessus. Et on essaie le but, c'est de travailler avec d'autres sociétés savantes, évidemment, et d'évaluer davantage de procédures innovantes. La réponse du chirurgien, c'est qu'il est spécialisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est chirurgien bariatrique, on ne peut pas vraiment être chirurgien bariatrique et chirurgien colorectal de manière incontestable. C'est plus tellement possible en 2018, ce qui était possible en 2010, par exemple. Donc, évidemment, s'investir dans les nouvelles voies de prise en charge, dans les nouvelles voies scientifiques, surtout le CHU, mais même par le biais de l'endoscopie bariatrique, par exemple, il y a un DIU très très novateur qui est en place à l'IRCAD, et puis proactif vis-à-vis des tutelles. Voilà quelques exemples de nouvelles technologies, je ne vais pas vraiment temps de vous en parler en détail, bien entendu, mais c'est-à-dire que les systèmes finalement de restriction peuvent être aujourd'hui conduits, au moins sur un plan théorique, sur un plan pratique, on est loin encore d'avoir la même efficacité par voie endoscopique, donc c'est le sens du DIU. Il y a des procédures aussi métaboliques, spécifiquement métaboliques par voie endoscopique. Et par exemple, c'est pour ça qu'on se dit l'anneau va mourir, non, probablement pas, parce que l'anneau pourrait ressurgir par d'autres voies, et le bypass iléopancréatique, le bypass jéjuno-iléal, qui est banni depuis 30 ans, réapparaît maintenant sous une forme assez amusante qui est purement endoscopique avec des systèmes de magnets qui permettent de le faire. Alors, comment est-ce que la chirurgie va évoluer? Alors, on pourrait imaginer que les outils préventifs que l'on a à disposition chez l'adolescent et chez les enfants, avec le programme ICAPS par exemple, pourraient porter leurs fruits et qu'il y ait besoin de beaucoup moins de chirurgie, bien sûr, mais enfin, il ne faut pas trop rêver dans l'immédiat. Donc l'endoscopie chirurgicale, ce qui serait une non-chirurgie, mais en fait c'est quand même encore de la chirurgie, on espère bien que ça va déboucher sur des choses plus concrètes, versus une hyperchirurgie, donc le projet qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, donc qui est déjà en gestation depuis quelques temps, le projet Google Ethicon, qui est qu'on appelle une société qui s'appelle Verbe Chirurgical, qui serait des robots, une chirurgie complètement robotisée, mais avec aussi une assistance à la décision par le biais de big data, en quelque sorte. Donc en conclusion, la SOFCO est très présente sur ce terrain, c'est évident, et c'est notre obligation. On n'a pas à répondre par le mépris ou tutelle qui nous interroge, et on ne le fait pas. Donc on essaie de structurer les choses, on demande aussi à nos adhérents
c'est-à-dire l'ensemble des chirurgiens digestifs qui veulent s'impliquer, de vraiment faire la démarche avec nous, parce que sinon ça ne pourra pas fonctionner et on ne pourra pas répondre de manière adéquate aux gens, au public, mais en sachant bien qu'on peut structurer, c'est pas parce que beaucoup des choses qui vont se passer dans les prochaines années nous échappent encore, qu'il ne faut pas accepter de se structurer, de se soumettre à une part de discipline pour éviter, non pas cet article, parce que l'article était bon dans le fond, mais le titre, déjà le titre. Voilà, le titre ne me plaît pas, et j'aimerais bien que le prochain article soit aussi bon qualitativement, parce qu'on vous lisez dans le détail, mais que le titre soit un peu moins agressif, en disant, voilà. L'article était bon. L'article était bon, voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à M. Jérôme Dargent? Oui, Philippe Topard. J'ai une question très courte. Jérôme est très intéressé. Qui est comment les tutelles voient la chose dans le cadre de ces interventions qui sont des variantes d'interventions existantes. Je pense au bypass en oméga, mais il y en a d'autres. Comment est-ce qu'elles veulent qu'on l'identifie? Parce qu'on sait très bien que pour avoir un code ou pour avoir une décision de la Haute Autorité de Santé, ça prend des lunes et qu'on ne peut pas non plus exiger comme ça la réactivité des gens, mais pour identifier une technique et pouvoir après la suivre et l'évaluer, quelle est la réponse qu'ils font? Pour avoir eu, avec Simon qui pourra en témoigner, une réunion assez très productive et très intéressante avec l'ensemble de ces tutelles, c'était à la CNAM, mais il y avait l'autre autorité de santé, le ministère, tout le monde était là, ils répondent de manière très positive en disant, bon, effectivement il y a un buzz qui est négatif. Et quand on arrive devant ces gens-là, on trouve un esprit de coopération qui est qui rend très optimiste, parce que d'abord, ils attendent de nous qu'on les renseigne, donc qu'on fasse ce registre, qu'on labellise, etc. Et ensuite, ils sont bien conscients que sans nous, ils n'ont pas tellement de moyens d'action. Le système français est paradoxalement pas très dirigiste. Donc, et peut-être c'est un tort d'ailleurs. Mais, donc ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'ils attendent de nous un effort d'évaluation qui est un peu supérieur à ce qu'on a produit jusqu'à présent. Mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas en avoir honte parce que c'est un domaine qui a beaucoup bougé. On n'aurait pas pu prévoir aujourd'hui le succès de la gastrectomie il y a 10 ans, c'était pas possible. Donc que le bypass en oméga est sur le tapis, on va faire l'effort de l'évaluer plus sérieusement aussi. Enfin, pareil pour les autres procédures innovantes, je pense qu'on est dans un dialogue qui est plutôt constructif. Même s'il y a des effets d'annonce, des fois, dans les médias, etc. François Richard. Non, je voudrais vous féliciter parce que c'est une réflexion qui est, à mon avis, extrêmement positive pour la chirurgie. Parce qu'actuellement, bon, l'article du Monde, en effet, le titre, de toute façon, pour faire vendre des articles, il faut mettre des titres comme ça. Et les tutelles sont parfaitement demandeuses. Bon, en urologie, on a eu la même démarche pour un certain nombre de gestes. Les tutelles sont demandeuses que les praticiens s'impliquent dans l'évaluation et au-delà de l'évaluation purement scientifique. Et tout ce que vous avez proposé là, moi je suis 100% d'accord. D'autant plus que, et là c'est un peu de critique vis-à-vis du ministère de la Santé, le problème de la pertinence des soins, et on a été en tant qu'académie de chirurgie auditionné par la HAS il y a 15 jours, le problème de la pertinence des soins, le ministère de la Santé se base sur des données, dont certaines sont d'ailleurs venues des tutelles, qui sont des données démographiques, basées, comme vous l'avez évoqué, sur des problèmes de pourcentage ou de taux par rapport à la population. Et quand on pioche un peu en profondeur pour voir à quoi ça correspond, même ceux qui les publient, à commencer par l'IRDES, ne savent pas très bien à quoi ça correspond, et ça ne correspond pas forcément, loin de là, à des problèmes de mauvaise pertinence des soins, mais simplement à des problèmes de flux, et ça peut dépendre des autoroutes qui passent dans la région, et pas du tout à ça. Et donc ça, je pense que les sociétés savantes, comme la vôtre, spécifique, et les sociétés savantes plus générales, et comme l'Académie de chirurgie, doivent s'impliquer fortement là-dedans. Et d'ailleurs, à titre d'information, pour répondre à Philippe Topard, le 14 décembre, on va organiser, d'ailleurs je vais vous passer un coup de fil parce que un certain nombre de choses, on va vous faire parler aussi, on a obtenu, il existe maintenant la possibilité, dans le cadre des registres, de pouvoir intégrer des codes temporaires pour sortir les nouvelles interventions. Et ça va être un des sujets qu'on va traiter avec la CNAM le 14 novembre.
Et donc ces choses-là qui jusqu'à présent servaient de repoussoir en disant on ne peut pas répondre à vos questions parce que c'est pas possible, maintenant c'est possible, c'est Bertrand Lucax qui a mis ça au point. Donc je crois que pour toutes les spécialités chirurgicales, la démarche telle que vous l'avez montrée là est quelque chose de très important. Et le dernier point que vous avez eu le courage d'évoquer, et je vous félicite aussi, c'est qu'on ne peut plus maintenant, en tant que société savante ou en tant qu'académie de chirurgie, défendre le fait qu'un chirurgien fasse une chirurgie bariatrique par an, ou une néphrectomie élargie par an, ou un côlon par an, enfin, quel que soit. Or, il y a actuellement un problème, et actuellement l'INCA est en train de réfléchir au problème des seuils. Le problème des seuils est une mauvaise réponse. C'est pas le problème des seuils de 20, 30, 40, 50. Le problème qu'on a actuellement à régler, c'est ceux qui font 1, 2 ou 3. C'est ceux-là qui posent des difficultés. Et je pense qu'il faut qu'ensemble, on arrive à proposer quelque chose. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. On va une question de cas. Oui. Je voulais juste faire un petit commentaire et peut-être moduler un peu l'impression de bienveillance qu'ont les tutelles sur l'activité de la chirurgie bariatrique, que je ne partage pas tout à fait pour avoir travaillé de près avec la CNAM et sur les données du SNIRAM. Le SNIRAM recense toutes les données en chirurgie bariatrique, entre autres d'ailleurs, il n'y a pas que ça, et les données des patients. On peut suivre les patients de A à Z, aussi bien sur le traitement sur ensuite que sur les médicaments qu'ils prennent. Ils ont les données qui durent 10 ans. Et je pense que cette bienveillance, et on attend plus exactement de ce qu'on va décider, ce qu'on va faire, parce qu'en réalité, ils ont une vue très très précise sur ce qui se passe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ils ont une idée très précise sur ce qui se passe. Si tu veux, je vais faire l'avocat du diable. Je vois quand même qu'il y a actuellement. Mais ils ne savent pas très bien s'en servir. Oui, mais il y a quand même. Je crois avoir une idée précise, Bon, je suis en partie d'accord. Sauf s'il y a des chirurgiens qui s'en occupent avec eux. C'est un débat différent qu'on va clore. C'est la même chose que il y a des histoires aussi sur les medtech, les forfaits innovation. C'est en train de bouger. Il y a beaucoup de gens, on ne va pas dire ce qu'on voit. Mais il est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui ont les yeux ouverts pour évaluer, par exemple, comme à titre de l'innovation, des nouvelles interventions, pour leur donner, ce qu'a très bien dit François Richard, un code spécial pendant une période, avec une analyse introspective. Je crois qu'il ne faut pas non plus. On peut espérer. Maintenant, on a une ministre qui est médecin. Peut-être qu'elle va aider un certain nombre de choses. Donc on est obligé d'avancer et on ne rendra pas hommage à la ministre aujourd'hui tant qu'elle n'aura pas fait ses preuves.